Bonjour et bienvenue à tous pour cette 5e édition de Parole à venir, les webconférences de Parole d'élus qui donnent la parole aux acteurs du numérique et des territoires pour réfléchir, échanger et partager autour d'une thématique d'actualité en matière de transformation digitale. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle session, c'est en partenariat avec la Fédération Infranum que nous traiterons de notre sujet du jour, à savoir infrastructure numérique et emploi, comment recruter et former aux nouveaux métiers de la fibre. Étienne Dugas, le président d'Infranum, nous fera le plaisir dans quelques minutes d'ouvrir la réflexion et les échanges. Alors, la construction du réseau de fibre optique en France constitue un projet industriel qui est aujourd'hui sans égal en Europe, avec des moyens financiers et humains exceptionnels. L'objectif, le défi, c'est de doter en quelques années seulement les communes de France du meilleur standard technologique d'accès à l'Internet fixe. Et pour remporter ce challenge, Infranum est un acteur clé en tant que partenaire industriel de tous les territoires connectés et à connecter. La fédération, elle agit particulièrement, on le verra tout à l'heure sur le volet de l'emploi, puisque ce sont plus de 30 000 opérateurs qui vont devoir être mobilisés au cours des prochaines années pour parachever ce chantier de la décennie. On voit bien que l'aménagement numérique du territoire pour le très haut débit crée aujourd'hui de nouvelles opportunités pour les jeunes, comme pour des professionnels en reconversion, en préparant les métiers de demain. Mais pour autant, les questions sont nombreuses pour faire converger l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Comment former des centaines, voire des milliers de techniciens 3.0 quasiment à flux tendu? Comment faire connaître ces nouveaux métiers un peu pionniers auprès des prescripteurs de l'emploi? Quels sont les territoires, les fonctions les plus en tension? Comment adapter les besoins au fil de la construction du réseau? Comment des acteurs donc comme Infranum et Orange peuvent, en lien avec les élus et les collectivités, agir efficacement pour favoriser ces recrutements massifs? Ce sont là quelques-unes des questions que nous aborderons avec nos invités, que je vais maintenant vous présenter. Donc, outre Étienne Dugas pour Infranum, nous aurons les interventions de Cyril Luneau, le directeur des relations collectivités locales d'Orange, puis de Patrick Molinoz, qui est vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, en charge notamment de la jeunesse, de l'innovation et du développement numérique, puis de Michel Pellieu, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, qui sera associé à Arnaud Depont, chef de projet du déploiement fibre de l'infrastructure en fonds propres d'Orange dans ce même département des Hautes-Pyrénées. Nous aborderons ensuite la question de la formation avec Damien Charita, qui dirige l'Académie des télécoms. Et enfin, nous aurons le témoignage de Steven Brojage, qui a intégré il y a 2 ans les équipes de l'entreprise SAD, partenaire d'Orange pour le déploiement de la fibre, toujours dans les Hautes-Pyrénées. Et il nous dira quel a été son parcours et comment se concrétise aujourd'hui son quotidien professionnel. Parole à venir, la 5e. Nous sommes ensemble jusqu'à environ 15h15, 15h30 avec nos invités dans les espaces du studio Orange Opéra ou à distance. Vous pouvez poser vos questions ou faire part de vos réflexions tout au long du programme via le chat qui s'affiche sur votre écran, et nous ferons un point régulier avec Véronique Toulec pour remonter vos questions et alimenter les débats. Donc n'hésitez pas à interagir. Je me tourne donc maintenant vers Étienne Dugas, le président de la Fédération Infranum. Alors Étienne Dugas, Infranum réunit plus de 200 entreprises sur l'ensemble du territoire national et sa vocation est d'accompagner le plan France très haut débit. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les missions et actions d'Infranum et peut-être avant toute chose sur ses adhérents, puisque je crois que votre fédération regroupe des acteurs d'horizons très différents. Bonjour à tous, merci Luc. Alors effectivement, Infranum regroupe des acteurs divers et variés puisque nous avons plus de 200 membres, vous l'avez dit, qui vont d'entreprises du CAC 40, tel Orange, mon cher Cyril, jusqu'à des TPE. Et ces TPE, notamment certaines, raccordent en ce moment même des prises sur le territoire. Et des TPE, ça peut être 2 à 3 personnes. Donc c'est vraiment
un panel très très varié, avec une caractéristique, c'est que les entrepreneurs sont eux-mêmes impliqués au sein d'Infranum. C'est-à-dire qu'Infranum n'est pas une fédération professionnelle de ronds de cuir, si vous me passez l'expression, qui viennent manger à la table. C'est une association de faiseurs, c'est-à-dire que l'ensemble des entrepreneurs présents d'Infranum s'impliquent, donnent du temps, et c'est pour ça qu'Infranum fonctionne. C'est parce que chacun de ses membres est directement impliqué. Alors comment et pourquoi? Donc vous l'avez dit, hein, pour accompagner le plan France Très Haut Débit. Accompagner le plan France Très Haut Débit, nous avons créé Infranum, son ancêtre, la FIRIP, le 6 décembre 2012. C'est-à-dire c'est parfaitement concomitant avec le démarrage du plan France Très Haut Débit, et c'est pour ça que nous l'avons créé. C'est pour que la filière se constitue, s'industrialise de façon à répondre à cet enjeu majeur qui est le plan France Très Haut Débit. Vous l'avez rappelé, le plus grand chantier d'infrastructure de notre pays à l'heure actuelle, qui nécessite des moyens colossaux, des moyens humains, plus de 30 000 emplois impliqués à l'heure où on se parle sur le déploiement, emplois directs. Je ne vous parle pas des indirects, et par définition, si on élargissait, on aurait des chiffres beaucoup plus importants. L'ensemble des acteurs d'Infranum sont actuellement mobilisés sur le déploiement. Alors, vous venez de le rappeler, plus grand chantier d'infrastructure en France depuis plusieurs décennies. Alors, où en est-on à début 2021 ? Quelles ont été les avancées en 2020 dans le contexte que l'on connaît ? Alors, pour ce qui est du contexte, je n'y reviendrai pas. Néanmoins, Infranum s'est mobilisé dès le début, c'est-à-dire le 17 mars, jour du confinement, pour justement s'assurer avec l'ensemble de ses membres, avec l'ensemble de la filière, que le déploiement ne s'arrête pas. Et contrairement à d'autres industries, nous ne nous sommes pas arrêtés. Au premier chef, la maintenance des réseaux. Au premier chef, s'assurer que les réseaux tiennent. Ils ont tenu et bien tenu, puisque la croissance a été très très forte de par le télétravail, de par le divertissement, Netflix, j'en passe et des meilleurs. Et une fois qu'on a assuré quelque part la pérennité du réseau face à sa forte sollicitation, on s'est préoccupé de s'assurer que le déploiement ne s'arrête pas. Si le déploiement s'arrêtait, le redémarrage aurait été très, très, très long. Qu'est-ce qu'on a fait avec la DGE, la Direction Générale des Entreprises, avec le gouvernement, avec l'ARCEP, avec la mission France Très Haut Débit? On s'est tous mobilisés de façon à ce que le déploiement puisse continuer. On est descendu à 30% du nominal, de l'activité nominale, c'est-à-dire l'activité avant le confinement, fin mars, début avril. On est remonté vite et fort, ce qui nous a permis, vous avez pu constater les chiffres de l'ARCEP la semaine dernière, 5,8 millions de locaux rendus raccordables en 2020, c'est-à-dire bien plus qu'en 2019, nouveau record européen. Une vraie satisfaction parce que, comme beaucoup d'entre nous, comme la plupart d'entre nous, comme j'ai envie de dire l'ensemble de la filière, je peux vous dire que fin mars, début avril, on n'en menait pas large. Imaginez nos entreprises à l'arrêt au 15 avril. Et on a réussi, parce que tous solidaires, parce que tous mobilisés, à assurer la continuité du déploiement. Donc 5,8 millions de locaux rendus raccordables en 2020. Ça donne 24,2 millions, pour être précis, locaux rendus raccordables au total, en cumulé fin 2020. Plus de 10 millions d'abonnés, dont 3,3 millions sur le seul exercice 2020, ce qui est absolument colossal. Les perspectives pour 2021, on sait que nous dépasserons les 6 millions de locaux rendus raccordables. On sait aussi que le mix entre zone AMI et zone RIP va s'équilibrer, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus déployé en AMI encore en 2020 que de zone RIP. Néanmoins, ça va s'équilibrer en 2021. C'est certain qu'on dépassera encore une fois les 6 millions de locaux rendus raccordables. Alors après, sur le raccordé, 3,3 millions en 2020. Si je dois faire un pari, je dirais de l'ordre de 5 millions. Et je dirais que les courbes vont se croiser entre le raccordé et le raccordable en 2022. C'est-à-dire qu'en 2022, on fera plus de raccordés et moins de raccordables, puisqu'on aura vraisemblablement terminé la zone AMI. Et donc, on sera sur la zone RIP principalement, donc dans la ruralité, sur les territoires,
avec par définition des longueurs de lignes plus longues, plus difficiles à réaliser, plus coûteuses, donc le niveau va baisser. On estime que le pic de déploiement va se situer quelque part entre fin 2021 et début 2022. Alors, en dépit donc du caractère pharaonique de ce grand chantier et des résultats très concrets qu'on observe pour 2020, les métiers des infrastructures numériques demeurent souvent très mal connus. Alors ces métiers, c'est notre sujet du jour, quels sont-ils ? À quel type de profil s'adresse-t-il et quelles sont les qualifications ou formations attendues pour y accéder aujourd'hui en France ? Alors, comme vous l'avez dit en introduction et comme je l'ai rappelé, donc on est sur plus de 30 000 emplois au pic, donc encore une fois, quelque part entre 2021 et 2022. Aujourd'hui, il nous manque encore du monde pour, entre guillemets, terminer le déploiement. Nous sommes sur une quarantaine de titres et certificats concernés, mais nous avons principalement, on va dire, 4 grands métiers. Donc, le CQP monteur raccordeur FTTH, l'IRT pour installateur réseau de télécommunications, les techniciens de réseau de télécommunications et les chargés de réseau, d'études réseau de télécom. Voilà les 4 grands métiers à l'heure actuelle où nous sommes fortement en tension. Pour vous donner quelques grands chiffres sur 2019, parce qu'on n'a pas encore consolidé 2020, 1,8 million d'heures de formation en 2019, donc c'est juste colossal, plus 29% par rapport à 2018. Énormément d'insertion, c'est une des caractéristiques sur nos métiers et principalement sur les zones de réseau d'initiative publique. Énormément d'heures d'insertion, parce que dans nos contrats, les contrats passés entre les prestataires que sont les opérateurs d'infrastructures pour la plupart, certains intégrateurs sur certains territoires et les collectivités territoriales, nous avons un contingent d'heures d'insertion dans nos contrats. On avait, à fin 2019, contractualisé plus de 9 millions d'heures d'insertion. Donc notre filière est réellement un vecteur d'insertion parce que, pour répondre à votre question également sur la typologie des acteurs, on est capable de former rapidement n'importe quel type de profil. Donc c'est en ça que ce déploiement, que ces métiers sont un vrai facteur d'insertion, parce que finalement, sans aucune compétence, pour autant que vous vous levez le matin et tous les matins, on vous formera, on vous assurera un emploi en CDI, donc longue durée par définition, et on y reviendra, on aura l'occasion de parler de la suite. Donc il y a vraiment une capacité réelle d'insertion dans nos métiers, dans cette filière, avec, en plus de ça, de l'ascenseur social. Pourquoi de l'ascenseur social ? Tout simplement parce qu'on prend n'importe quel profil, formé en quelques semaines, formation technique. Nous avons donc des plateaux labellisés Objectif Fibre au nombre de 46 sur l'ensemble du territoire. Nous avons plus de 190 prestataires en France, dont évidemment Logic, Damien Charita, qui sont donc capables de former. Et ensuite de ça, au sein de nos entreprises, dans la filière, vous pouvez gravir les échelons très très rapidement. Et en quelques années, vous pouvez devenir conducteur de travaux, chef de projet, chargé d'affaires. Donc un réel ascenseur social, vous partez sans aucune formation. En quelques années, vous pouvez avoir un vrai job à responsabilité. Et on le verra tout à l'heure justement avec notre témoin, Steven Brogeage, qui a réussi une ascension éclair. Mais bon, j'anticipe un peu, mais ce sera vraiment, ça illustrera vos propos. Alors, mais aujourd'hui, on a bien compris, donc il y a 40 titres, 4 grandes fonctions entre les CQP, les IRT, les techniciens réseau télécom et les chargés d'études. Mais quels sont les types de postes sur lesquels les besoins sont les plus importants ? Quels sont les métiers les plus en tension et dans quel type d'entreprise ? Alors, monteur-raccordeur, c'est vraiment là que ça se situe, c'est là qu'est la problématique. On a besoin de gens pour raccorder la fibre optique, tant sur le déploiement, sur le raccordable,
que auprès de l'abonné pour aller raccorder le client final. Donc c'est vraiment là que ça se situe. Il y a beaucoup de métiers en tension. Trouver un chef de chantier, c'est compliqué. Trouver un chef d'équipe, c'est compliqué. Trouver tout simplement un chauffeur poids lourd, c'est compliqué. Donc il y a énormément de métiers en tension, mais notre recherche principale, c'est vraiment, et c'est là qu'on forme massivement, c'est sur monteur-accordeur. La typologie des entreprises, ce sont les constructeurs et intégrateurs. Donc, ce qu'on appelle intégrateurs, ce sont ceux qui, typiquement pour le compte d'Orange, vont prendre un certain nombre de locaux à raccorder au forfait. Donc c'est eux qui, quelque part, sont l'ensemblier et ensuite assurent les études et distribuent les prestations en fonction de la typologie. C'est vraiment chez eux, typiquement, pour vous prendre un exemple, je vais le citer, Sogetrel, un intégrateur, ils ont multiplié par 4 leur nombre de collaborateurs ces 5 dernières années. Donc c'est juste colossal. Colossal. Et alors, donc monteur-accordeur, ça c'est le poste le plus en tension, mais après si on est dans une approche territoriale, est-ce qu'il y a des territoires où les recrutements sont particulièrement attendus? Non, c'est très homogène pour une raison assez simple, c'est que le déploiement a lieu partout et en même temps. Alors effectivement, il y a peut-être quelques variations sur le territoire si on regarde zone par zone, mais globalement, la tension, on la retrouve sur l'ensemble du territoire. Mais pour autant, je crois que vous avez lancé une cartographie interactive des territoires qui permet d'évaluer... Tout à fait, en partenariat donc, avec Région de France, avec la Banque des Territoires et la VICA. Donc, on a lancé une cartographie territoire par territoire sur la base des déploiements réels. Et donc, on a quantifié le nombre d'emplois territoire par territoire. Donc, vous pouvez trouver en ligne cette cartographie et qui va être mise à jour au fil de l'eau. 1, en actualisant les déploiements, et 2, notamment avec Région de France, pour être certain des informations citées sur le site. Bien, merci Étienne Dugas. On vous retrouvera en fin de programme pour conclure et même entre-temps, puisqu'on aura aussi les questions du public. Et vous pouvez intervenir à tout moment. Mais avant ces questions du public, je me tourne à présent pour poursuivre cette séquence état des lieux vers Cyril Luneau. Cyril Luneau, rebonjour. Vous êtes à la tête de la DRCL d'Orange, la direction des relations avec les collectivités locales, qui est présente sur l'ensemble du territoire aux côtés des élus, à travers 29 délégations régionales en France. Alors sur notre sujet du jour, Cyril Luneau, on recense, me semble-t-il, plus de 300 nouveaux métiers liés à la fibre chez Orange et ses partenaires. Alors c'est en quelques années seulement une véritable révolution dans les compétences que vous déployez sur les territoires. Alors comment Orange gère cette formidable accélération? Merci Luc. Écoute, les choses sont assez simples. Étienne l'a très bien exprimé. On est le pays qui a le plus fibré, je ne vais pas dire dans le monde, mais en tous les cas en Europe. Et c'est 24 millions donc, de locaux, de logements qui ont été fibrés durant ces dernières années. Eh bien, il faut au moins l'ensemble de ces 300 nouveaux métiers autour de la fibre, qu'ils existent vraiment, pour pouvoir faire un tel, non pas un tel miracle, mais un tel chantier pharaonique, on l'a dit. Et en fait, quand on dit ces 300 nouveaux métiers, oui, chez Orange, parce que finalement, sur ces 24 millions de foyers qui ont été raccordés, eh bien, globalement, Orange en a fait à peu près les 2 tiers environ. Et donc, ce qui montre bien que on va dire le grand frère, je paraphrase ce que disait Étienne Dugas lors d'un colloque, le grand frère de la filière, eh ben, il faut qu'il montre le chemin, et notamment également justement sur ces nouveaux métiers. Ces nouveaux métiers, ils sont importants et ils sont, on l'a dit, ils sont pérennes. Parce qu'on a veillé justement à ce que, à la fois à travers les différents chocs qui peuvent arriver, on l'a dit avec la crise du Covid, où là, il faut que le grand frère, eh bien, il montre l'exemple aussi, et qu'il accompagne l'ensemble de cette filière, l'ensemble de ces métiers, même dans l'adversité. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis en place un certain nombre de mesures qui ont accompagné dans ce moment de difficulté. Et puis aussi, on a fait en sorte d'organiser les choses pour que
nos partenaires, parce qu'on ne l'a pas fait seul. La vraie réussite de ce grand plan, c'est que tout le monde a travaillé en commun. On va le voir à la fois au niveau des industries, à la fois au niveau du gouvernement et des différents organismes d'État, mais également au niveau des collectivités, on va le voir dans quelques instants. Et ce qui se passe, c'est que finalement, pour y arriver, il faut organiser les choses avec nos partenaires, quels qu'ils soient, pour leur donner de la visibilité et de la profondeur dans l'organisation de leur structure. Si on veut qu'une entreprise puisse recruter, former, et former pas sur le court terme, mais pour faire en sorte qu'il y ait une explosion des CDI à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, il faut lui donner cette profondeur, cette compréhension, cette sérénité, cette pérennité qui va lui permettre justement de faire ces grandes évolutions internes et structurelles. Et donc ça, Orange se fait fort justement d'organiser cela. Comment on le fait ? C'est choisir un certain nombre de sous-traitants, leur donner, et partenaires, leur donner une visibilité sur les contrats qu'ils vont avoir, sur la durée, avec un accompagnement petit à petit et qui n'est pas le couteau sous la gorge pour leur dire « tu me dois tant de prises avant telle date », etc. Ça ne marche pas. Et donc, toute une période d'accompagnement, y compris sur les cursus, sur la mise en place de structures de pilotage qui permettent ce genre de choses. Et c'est tout ce qu'a fait Orange et qui a accompagné l'ensemble de la filière. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on regarde un petit peu sur 2020, par exemple, ce que l'on a fait, c'est 14 000 salariés qui ont été formés, dont 2 tiers sur les métiers de la fibre. Et c'est plus de 325 000 heures de formation qui ont été diligentées donc, par Orange avec son organisme de formation interne. Donc vous voyez, on a mis en place par exemple, c'est une école des métiers techniques en interne pour répondre à ce besoin que l'on avait dans le cadre de ce grand plan et des engagements qu'on avait pris. Voilà ce que je peux dire, c'est véritablement le fait de travailler main dans la main avec chacun. Et puis les métiers, on a dit qu'ils allaient aussi évoluer. On avait l'établissement d'un réseau, le réseau structurant, les grandes artères et ensuite la distribution. Ensuite, il faut faire le raccordement. C'est-à-dire que quand le réseau est établi, et bien ensuite, chacun, nos partenaires vont petit à petit, et ils le font déjà, travailler sur le raccordement de chacun de ces locaux, ces logements. On voit dans les métiers qui vont arriver dans quelques temps, à partir du moment où on a apporté une autoroute de débit à l'intérieur d'un logement, d'une maison, et bien petit à petit, les utilisateurs vont utiliser ce débit. Et donc, à l'intérieur de la maison, il faudra mettre en place un certain nombre d'applications, de services, donc sans doute de la connectivité supplémentaire. On ne voudra plus accepter qu'une pièce n'ait plus le Wi-Fi, y compris dans les greniers, y compris au sous-sol, etc. On va créer de nouveaux usages avec de la domotique, etc. Et il y aura besoin d'un accompagnement, d'installation, etc., à n'en point douter. Et dernière chose, c'est qu'au-delà des métiers de la fibre, il y a les métiers de l'accompagnement autour de l'inclusion numérique dont on parle. Et c'est un accompagnement pour que les utilisateurs, ceux qui sont couverts par une offre, ceux qui peuvent accéder également à ces instruments, que ce soit tablettes, PC, etc., eh bien, il faut leur apprendre ensuite à bien utiliser tout cela. Et donc, on va accompagner aussi, c'est hyper important, et les métiers de demain de Infranum seront certainement aussi dans cet accompagnement à l'usage pour que les gens soient agiles dans l'utilisation de ces instruments. Développement de nouveaux usages. Absolument. Et accompagnement aussi pour inclure le maximum de personnes dans ces nouveaux usages. Alors, Cyril Luneau, on évoque donc aujourd'hui les besoins massifs en recrutement. Étienne Dugas a rappelé le chiffre de plus de 30 000 en pic et peut-être 7 000 sur les prochains mois ou années pour parachever la construction des réseaux fibres d'ici 2025. Comment Orange travaille concrètement sur le terrain avec les collectivités locales et avec Infranum pour pourvoir à ces besoins en recrutement ?
ce qui a été assez extraordinaire ces dernières années, c'est qu'on a appris non pas en marchant, mais finalement en courant, parce qu'il fallait aller très vite. Et on a appris avec ces collectivités justement à comprendre ce qui était possible de faire à travers des contrats aussi structurants, parce que ça emmène sur un certain nombre d'années, je l'ai dit, le déploiement de départements qui sont parfois très ruraux, avec, Étienne l'a très bien exprimé, plus on va loin, plus le raccordement est de plus en plus long pour aller chercher jusqu'à la dernière ferme, la dernière maison, donc c'est compliqué et c'est long. Eh bien, pour faire ça, vous comprenez bien que c'est un modèle qui n'est pas Amazon. Finalement, le besoin en termes de personnes qui interviennent sur le terrain, c'est un emploi qui est très local, qui est très localisé. Et se servir de ces contrats-là pour faire revenir au monde du travail un certain nombre de personnes qui étaient finalement assez isolées, également des populations assez fragiles, eh bien, c'est tout l'enjeu de ce que l'on a pu faire avec ces collectivités. Donc on a beaucoup dialogué avec elles pour comprendre le potentiel qui existait localement dans la région, et on a organisé justement ce retour au monde du travail via ces projets-là. Alors comment on l'a fait ? Eh bien, c'est là où, encore une fois, quand tout le monde se mobilise, on arrive à faire des projets qui sont extraordinaires. Je vais vous prendre juste un exemple, parce que je le trouve assez illustratif de ce qui existe. C'est par exemple dans le Gers, on a répondu à un appel d'offres et on a proposé pas moins de 160 000 heures d'insertion sociale et de formation dans le cadre de notre projet. C'est énorme, et c'est pas juste l'écriture d'un chiffre comme ça sur un contrat. Pas du tout. C'est la mobilisation en fait et la mise à disposition via une organisation interne qu'on a mis en place. On a un chef de projet insertion sociale au sein des équipes d'Orange de déploiement, donc qui connaît exactement ce qu'il y a à faire pour ses besoins. C'est des partenariats avec des associations locales. Je ne vais pas toutes les citer, mais ce sont des organismes de formation du département, mais également des associations pour le développement régional. Donc à la fois, vous voyez, vous avez des organismes départementaux, des organismes régionaux, des CCI qui interviennent également. Et donc on a donc l'école régionale du numérique qui a sa propre antenne à Auch, dans le Gers. On a l'identification des formations métiers qui sont nécessaires et dont on a besoin chez Orange et dans le Gers et en Occitanie. Et puis, à l'aide de la direction de l'emploi et de la formation de la région, eh bien, on a fait un cursus de formation c'est des formations qui sont courtes, mais qui sont structurantes et qui sont qualifiantes. Et ça permet justement de mettre à disposition avec nos partenaires et nos sous-traitants le personnel disponible et qui revient justement de nouveau au travail et à l'emploi. C'est faire connaître évidemment toutes les propositions de stages et d'alternance qui sont offertes par Orange. Et tout ça, on le fait justement avec tous ces organismes, ces chambres de métiers, etc. Ça fonctionne, ça marche. Et ensuite, vous avez du personnel vraiment qualifié. Encore une fois, par exemple, tu parlais du certificat qualifiant de professionnel de monteur-raccordeur FTTH. C'est quoi ? C'est à peu près 500 heures de qualification qui donnent justement un contrat, une qualification de niveau 5. Donc c'est déjà des très belles formations et qui permettent de trouver un métier à vie. Donc voilà, c'est ça la vraie valeur ajoutée. Quand tout le monde se met dans le même sens pour avancer par rapport à un projet qui nous dépasse très largement, on sera fiers plus tard de l'avoir fait tous ensemble. Eh bien, c'est des histoires qui sont magnifiques et qui fonctionnent. Merci Cyril Luneau. On reviendra sur les questions de formation tout à l'heure, notamment avec Damien Charita. Alors, pour conclure cette première séquence, état des lieux, on a peut-être des questions que
qui vont nous être relayées par Véronique Toulec. Véronique, quelles sont les interrogations des auditeurs de Parole à venir? Oui, bonjour. Alors, une question qui me plaît plutôt pas mal, qui me plaît bien. Quid de la féminisation? Ces nouveaux métiers de la fibre offrent-ils des perspectives pour les femmes? Alors, Cyril, Étienne Dugas, ou Cyril Étienne? Luneau. Oui, réponse oui, pour une raison assez simple. C'est que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous retrouver en présence d'une fibre optique, si vous avez déjà eu l'occasion de souder deux morceaux de fibre. Ça demande de l'attention, de la précision, et donc c'est un métier qui s'applique assez bien aux femmes. Malheureusement, on en manque cruellement. Néanmoins, on essaye de communiquer le plus largement possible pour attirer des profils féminins. Il y a vraiment possibilité d'avoir plus de femmes sur nos chantiers. Ça reste un métier qui se fait en extérieur, ça reste un métier avec des amplitudes horaires qui peuvent être assez longues. Néanmoins, mesdames, si vous avez envie d'avoir un job excitant, d'un job où vous êtes très très indépendante, parce que sur nos chantiers, par définition, vous n'avez personne sur le dos au quotidien, vous n'êtes pas à l'usine. Hein. Votre chef, vous le voyez, allez, si vous le voyez 2 fois dans la semaine, c'est qu'il est passé souvent sur le chantier. Donc oui, mesdames, vous êtes les bienvenues sur nos chantiers. Cyril Luneau, un point, une réaction sur la féminisation des métiers? Alors, Étienne avait donné pas mal de chiffres tout à l'heure, je vais en donner un, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde les métiers, à la fois les métiers techniques, hein, j'entends, innovation, réseau, système d'information, on a en moyenne 20% de population féminine sur ces métiers. C'est beaucoup trop faible. C'est beaucoup trop faible. Et donc, bien sûr, on réaffirme notre engagement pour qu'il y ait une représentation beaucoup plus équilibrée, hommes-femmes, dans ces métiers techniques et de l'innovation. On y croit évidemment chez Orange. On pense que la mixité est une vraie richesse, y compris dans les nouvelles technologies. C'est source de progrès, de cohésion et de performance. Et c'est un socle important pour l'entreprise Orange. Mais au-delà de le dire, il faut faire un certain nombre d'actions pour qu'on y arrive. Donc d'abord, il faut démystifier ces métiers, c'est très important. Et puis, il faut travailler au renforcement de l'attractivité en fait, des offres d'emploi techniques. Alors, on encourage les candidatures féminines, à la fois dans la data et dans l'IA, dans la cybersécurité, le cloud, etc. Et on sensibilise surtout dès la partie, j'allais dire estudiantine, donc les jeunes étudiantes à ces métiers, dès le départ. Alors on le fait par exemple avec ce qu'on a appelé des Shadowing Days. C'est quoi? C'est en fait des jeunes filles qui découvrent le quotidien via des marraines qui sont ingénieurs ou techniciennes. Et on est partenaire de l'association Elle Bouge, cette association qui propose en fait aux femmes ingénieures de témoigner lors d'événements qui sont dédiés pour les étudiants. Deuxième action, par exemple, c'est des classes de techniciennes en France, qui est une filière à forte employabilité. C'est l'exemple de ce que nous faisons avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Peut-être que Patrick Molinos nous en dira un mot. On a ouvert ce qu'on appelle la classe au féminin pour les chargés d'affaires et pour les techniciennes d'intervention, etc. C'est 2 programmes de recrutement externe qui a permis de recruter, par exemple, en 2019, 30 femmes en alternance et dont 12 pour obtenir la qualification de technicienne réseau et télécommunication. Vous voyez, ce sont des choses qui sont très concrètes et ça marche. Et puis enfin, on a une autre initiative qui est émergente et qui permettent d'avoir des partenariats via notamment un programme qui s'appelle Hello Women, qu'on a initié en 2020. Et c'est un appel à projet qui est déployé dans les premiers temps en France et puis plus tard à l'étranger. Et tout ça, ça permet d'identifier des projets qui sont innovants avec des partenaires et dont le financement sera porté par le groupe. Voilà. Donc voilà ce que l'on fait et on fait en sorte que ça aide justement. On espère que les chiffres vont le montrer. Donc ça bouge, voilà. Et ça avance sur la question de la féminisation qui était posée. Merci Étienne Dugas et Cyril Luneau. Alors nous débutons à présent la séquence territoire avec Patrick Molinos.
Patrick Molinoz, vous êtes vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté et vous êtes en charge donc, au sein de votre collectivité à la fois de la jeunesse, de l'innovation et du numérique. Donc c'est dire si vous étiez tout désigné pour intervenir sur notre sujet du jour qui recoupe pleinement ces trois grands champs de votre mandat. Alors, première question, Patrick Molinoz. Votre région est particulièrement engagée dans le numérique, avec notamment une stratégie dédiée, de nombreuses concrétisations et projets. Mais sur notre sujet du jour, donc recruter et former au métier de la fibre, quelle est la situation aujourd'hui dans votre région et comment votre collectivité accompagne-t-elle ses besoins, notamment en matière de formation, avec quel type d'action et de partenariat, Patrick Molinoz? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. D'abord, vous me permettrez de saluer Infranum, évidemment, Cyril Luneau et le président Pellieu à l'autre bout de l'Hexagone. Je ne ferai aucune plaisanterie sur les cabines téléphoniques. Désormais, nous avons quelques liens, lui et moi, et nous sommes en réseau et nous allons tous les deux parler de ce domaine important et vital du numérique. Oui, pour la Bourgogne-Franche-Comté, le sujet numérique est un sujet prioritaire, absolument prioritaire, pour de nombreuses dimensions. Évidemment, parce que nous sommes une région rurale essentiellement et que l'arrivée du très haut débit va changer tout particulièrement la donne pour les territoires peu denses. Et c'est un enjeu citoyen, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu social, sociétal. Et c'est pour nous une absolue priorité. C'est aussi une priorité parce que c'est un changement dans les organisations. C'est une priorité parce que c'est un vecteur d'emploi et c'est l'objet du jour. Donc la région Bourgogne-Franche-Comté est engagée sur cette thématique. Nous avons intégré dans nos dispositifs de formation ce domaine d'activité dans notre dispositif BTP début 2019 qui permet des entrées plusieurs fois par an et la réalisation de parcours individualisés. C'est financé dans le cadre des fonds du PIC jusqu'en 2022. C'est un dispositif expérimental. Plusieurs centaines de personnes ont pu être formées sur les zones d'emploi de Dijon, Besançon et Belfort-Montbéliard essentiellement, avec un taux d'insertion, vous le savez, dans ces métiers qui est extrêmement élevé puisqu'il est de plus de 90%. Nous avons lancé fin 2020 un nouvel appel d'offres dans le cadre du plan de relance 2021 pour rechercher et former des compétences, chercher des candidats et former sur notamment l'installation de réseaux, mais aussi pour former les futurs encadrants de chantier, techniciens de réseau télécom, je l'ai dit. Donc nous devrions, à partir de l'été 2021, doubler notre capacité de formation dans le domaine et donc participer avec les autres territoires à l'accélération nécessaire. Je veux quand même souligner, j'ai eu l'occasion de le dire notamment à l'université de la Vica sur ce même sujet, qu'il faut évidemment qu'on s'inscrive dans le temps long. Il y a le temps immédiat du déploiement de la fibre dans les territoires, mais il y a ce que Cyril Luneau a évoqué, tout ce qui va arriver derrière, le développement des usages, de la domotique, des territoires intelligents, et c'est donc un champ de richesse pour la création d'emplois qui est loin d'être, ça a été dit, loin d'être épuisé, et qui est un champ qui doit être séduisant, qui doit être attractif pour les jeunes. Nous, en tout cas, on y croit beaucoup, à condition toutefois de prendre en compte deux éléments. D'abord, l'existence sur le territoire, je l'ai dit donc à l'université d'été, il faut que l'on parle, en plus de la formation des jeunes, il faut que l'on parle à l'évolution des compétences des acteurs de proximité que sont les artisans, notamment les artisans électriciens, qui sont les interlocuteurs de proximité d'évidence aujourd'hui pour ce qui est une technologie traditionnelle et qui va devenir désormais celle de la fibre et du numérique. Ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'il faut savoir mettre en lumière, en valeur, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais il faut le faire plus, l'importance et la beauté de ces métiers, en tout cas le fait que ceux qui les portent contribuent à un véritable effort d'amélioration de
de la vie en société. Je crois que c'est aussi un élément important. Patrick Molinos, vous évoquiez la communication. La communication en direction des jeunes et des personnes en transition professionnelle, est-ce que c'est une clé essentielle pour attirer vers ces nouveaux métiers l'information sur l'orientation, on le sait, c'est une compétence régionale. Alors comment la Bourgogne-Franche-Comté agit-elle sur ce volet? Nous l'intégrons dans notre plan régional en faveur de l'information orientation, d'abord, pour l'ensemble des acteurs qui accompagnent les publics. C'est une évidence. Nous avons participé avec Infranum au webinaire métier le 5 novembre dernier. C'était dans ce cadre d'intervention. Nous participons, alors la question sur la féminisation de l'emploi qui est arrivée précédemment est un sujet que nous prenons à bras-le-corps. Hein. Pour nous, en BFC, l'accès des femmes à ces métiers, mais l'accès des femmes en général de manière égalitaire à l'ensemble des métiers est un sujet. Et dans ce domaine technique, qui peut-être n'est pas spontanément celui vers lequel elle se tourne, nous faisons des efforts particuliers. Cyril Luneau l'a évoqué, partenariat avec la Fondation Orange sur Femmes et Numérique. Nous travaillons aussi sur Girls and Coding, l'initiation aux bases du code organisée par la Banque Populaire, ce qui aura lieu en avril prochain. Le concours French IoT et les coups de cœur Femmes du numérique portés par la Poste. Nous essayons d'accompagner toutes les initiatives parce qu'il faut porter un discours général, il faut créer le bruit de fond, si je peux m'exprimer ainsi, qui permet de créer un environnement favorable à l'attractivité de ces métiers. La région Bourgogne-Franche-Comté va d'ailleurs, pour ce point, mais pas uniquement, mais pour donner du corps et réellement une visibilité à son ambition numérique, créer, à compter du 1er janvier 2022, nous sommes en phase d'élaboration de l'outil, une agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle qui aura diverses missions, l'accompagnement des collectivités, l'insertion numérique, la lutte contre l'électronisme, l'inclusion numérique, et aussi le travail dans le champ économique. On travaille en partenariat avec les acteurs, la filière, les consulaires, évidemment, notre agence économique régionale. Et cette agence, qui traitera aussi de manière transversale, évidemment, la problématique de la donnée, cette agence se veut être un phare, un outil opérationnel, mais aussi le point qui synthétise ou qui concentre, si vous voulez, l'ambition régionale sur les sujets numériques et évidemment la question de la formation, de la visibilité, de la lisibilité des formations et des métiers qui sont liés à ce déploiement du numérique sera prise en compte et portée par cette agence. Donc en BFC, nous pensons et nous agissons en faveur de la formation et de la sensibilisation à ce secteur d'activité. Merci Patrick Molinos. Vous restez avec nous si vous le pouvez pour les questions du public dans quelques minutes. Et nous poursuivons cette séquence territoire avec une diagonale d'est en ouest vers le sud, en Occitanie. Alors non pas dans le Gers dont parlait Cyril Luneau, mais dans les Hautes-Pyrénées, en Occitanie, avec Michel Pellieu, le président du département, et Arnaud Depont, qui est chef de projet déploiement du réseau chez Orange. Alors, puisque donc le département des Hautes-Pyrénées et Orange développent depuis 2018 un partenariat pour la construction de cette infrastructure fibre optique sur le territoire départemental. Alors, ça se fait dans le cadre d'un accord sur mesure, selon le modèle dit fonds propres, dans lequel c'est l'opérateur, donc Orange, qui prend en charge le financement du déploiement. Et c'est en France, je crois, vous nous le confirmerez, la plus grande opération de ce type, puisqu'elle porte sur près de 470 communes. Alors, Michel Pellieu, donc je le rappelais, vous êtes le président du département des Hautes-Pyrénées. Qu'est-ce qui a présidé pour votre département au choix de ce modèle, l'engagement de ce partenariat avec Orange? Tout d'abord, bonjour à tous. Je voudrais d'abord aussi à mon tour saluer Patrick Molinos, le vice-président de la région Franche-Comté,
et également toutes les personnes qui sont sur les différents plateaux. Alors bon, le modèle Haute-Pyrénées, bon, c'est un modèle un petit peu particulier parce que je crois qu'il est assez inédit. Bon, je voudrais simplement rappeler que le département des Hautes-Pyrénées est un petit département par la taille, parce que c'est 230 000 habitants, mais c'est un département qui accueille plusieurs millions de touristes par an, que par ailleurs, vous l'avez dit, c'est un département avec 470 communes, mais des communes de petite taille, puisque 10% des communes de moins de 100 habitants sont dans les Hautes-Pyrénées. Donc, vous voyez un peu l'architecture de ce territoire avec une partie en montagne, une très forte partie en montagne, une partie dans les coteaux et le reste dans la plaine. Bon, en 2017, nous avions commencé à programmer un plan de déploiement du très haut débit sur l'ensemble du département, mais qui s'est étalé de 2017 jusqu'à 2032, dans le meilleur des cas. Et nous avions lancé un premier appel à projet sur 90 communes. Quand j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Christophe Arguière, un délégué régional d'Orange, qui est venu me voir avec un de ses collaborateurs pour me dire, écoutez, Monsieur le Président, nous sommes intéressés par ce déploiement et nous sommes en mesure de vous présenter une capacité, enfin, la volonté d'Orange de financer sur fonds propres le déploiement sur 88 communes. Je dis là, écoutez, c'est une excellente nouvelle. Donc ça a été le départ d'une négociation et d'un échange toujours très agréable avec les équipes d'Orange, puisque très rapidement, nous sommes passés de 88 communes à 94, de 94 à 106. Ensuite, nous avons fait un bond jusqu'à 300 pour, in fine, arriver à un accord qui porte sur les 470 communes du département, donc avec un déploiement sur fonds propres d'Orange, je me permets d'insister là-dessus, sur une période qui va de 2018 à 2024. Donc nous sommes aujourd'hui, en gros, pas à la moitié du parcours encore, mais à plus de la moitié de la population desservie sur les Hautes-Pyrénées. Donc un accord efficace et très intéressant pour le département, je me permets de souligner. Et partant de là, bon, bien sûr, nous avons engagé d'autres axes de réflexion sur la dimension emploi, mais je vais peut-être vous laisser reposer une deuxième question, puisque voilà, c'était... On y vient, Michel Pellieu, donc, puisque la question de l'emploi, elle est précisément centrale dans la réalisation de cette infrastructure qui est majeure pour votre département. Alors, un chantier de cette envergure, j'imagine que pour une collectivité comme le département, c'est aussi un moyen d'activer le levier de l'insertion sociale via la formation. Le très haut débit, je dirais, c'est indispensable pour les habitants, pour l'attractivité du département, l'attractivité touristique, mais l'attractivité aussi industrielle du département. Mais que ce vaste chantier de déploiement est aussi un formidable générateur d'emplois. Et c'est la raison pour laquelle, dès 2017, le département s'est rapproché de la Chambre des métiers et de l'artisanat, en partenariat avec la région Occitanie et Orange, afin de mettre en place une formation en alternance dédiée au déploiement de la fibre. Bon, la région Occitanie était un partenaire aussi incontournable au travers des crédits formation qui avaient été octroyés. Alors, pour rappel, la création du réseau de fibre optique doit générer près de 200 emplois directs dans les Hautes-Pyrénées. Pour le département, c'est l'occasion de rapprocher de l'emploi des personnes qui en sont éloignées, parce notamment aux bénéficiaires du RSA. Donc, le département s'est mobilisé très tôt pour sensibiliser ce public et les accompagner au cours de la formation. Orange avait conclu un marché avec l'entreprise SAD, et donc nous avons convenu avec cette entreprise qu'elle intervienne au cours de la formation sur la sélection du contenu et des stages, mais aussi qu'elle s'engage à embaucher des stagiaires issus de la formation, un contrat d'au moins 6 mois en 2018 et un contrat de professionnalisation de 8 mois en 2020 et 2021. Et je voudrais saluer aussi
le rôle de l'entreprise qui a particulièrement aussi joué le jeu dans cette démarche. Et j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises au siège de cette entreprise, au siège départemental, et de vérifier que souvent des bénéficiaires du RSA se sont retrouvés avec des postes très intéressants, y compris de chefs d'équipe, et des gens qui ont eu une évolution notoire dans la vie, quoi. Ils sont passés, ils étaient au bord de la route et à être aujourd'hui des acteurs à part entière du chantier de déploiement de la fibre. Alors, bon, je remercie également Orange hein, qui a mis en place, qui a fait la formation de ces personnes et dont la Chambre des métiers. Et ça a été quand même une expérience remarquable et c'est encore une expérience remarquable parce que ce n'est pas encore fini. On reste toujours dans votre département, hein, mais là, on va aller du côté d'Arnaud Depont. Arnaud, vous êtes le chef de projet, le manager de ce déploiement fibre chez Orange. Alors, peut-être avant de parler des questions d'emploi, où en est-on très rapidement, puisqu'en plus on a un petit peu de retard, sur la construction du réseau? Oui, bonjour à tous. Alors, sur la construction de ce réseau, je vais me permettre d'en parler à l'échelle du département complet, c'est-à-dire qu'en faisant l'amalgame de la fameuse zone AMI dont on parlait en introduction et de ce projet spécifique qui est ce fonds propre. On est à plus de la moitié, comme le disait le président Pélieu, on a plus de la moitié des prises du département qui sont éligibles à une offre fibre. Et d'ici la fin de l'année, on sera à peu près aux 2/3 du département. Voilà, on a une trajectoire où on arrive à produire plus de 20, à peu près 22 000 prises par an, sachant qu'il nous en reste à peu près 60 000 à produire jusqu'à fin 2024. Donc une trajectoire rassurante, même si on sait qu'à la fin, il va nous rester des fibres compliquées, mais nos capacités de production nous laissent quand même être sereins sur la production de ces prises-là. Arnaud Depont, dans le cadre de ce chantier d'envergure, donc comment vous avez géré et comment vous gérez encore aujourd'hui le sourcing, le recrutement de techniciens qualifiés? Alors, comme on le disait tout à l'heure précédemment aussi, on a rapidement identifié les besoins qu'on avait avec notre partenaire SAD, qui au début était quand même en nombre limité, puisqu'ils étaient à peu près 5-6 à être présents sur le territoire. La priorité, c'était de se dire, il nous faut une formation spécifique à la fibre, pas de formation fibre-cuivre, parce qu'il y a des formations qui ont quand même les deux volets. On voulait vraiment quelque chose spécifique fibre, qui permette rapidement d'avoir des gens opérationnels et aussi avec des gens sur lesquels on peut les monter en compétence sur du matériel Orange, comme ça, dès qu'ils sortent, ils connaissent déjà le métier. Donc pour ce faire, il y a eu donc un process de recrutement et de sélection des candidats, comme en parlait le président Pélieu, avec Pôle emploi, avec le département et aussi avec notre partenaire SAD, puisqu'il y avait un engagement dans la durée sur ces recrutements. En parallèle, côté Orange, on a aidé à estampiller le programme qui avait été imaginé par la Chambre des métiers, à l'estampiller par nos formateurs en interne. Et on a mis à dispo aussi de la formation un plateau technique. Donc, c'est une maquette à l'échelle 1 de notre réseau fibre avec tous nos équipements, avec aussi les documents de travaux que les gens auront sur le chantier pour pouvoir produire ces prises de manière à ce qu'on puisse, de manière à être le plus efficient possible et avoir rapidement des personnes qui sortent. Actuellement, on a à peu près 160, 170 à travailler sur ce projet de déploiement. Donc, quand on voit, effectivement, on a commencé on était 5-6 et maintenant, tout confondu, SAD, ses sous-traitants et côté Orange, on arrive quasiment à notre rythme de croisière. Alors, Michel Pélieu, en conclusion, donc la formation qui a été créée par votre département, elle reste bien active et ouverte aujourd'hui à ceux et celles, hein, puisqu'on parlait bien de féminisation, qui chercheraient à s'orienter vers un métier d'avenir? La formation reste toujours active puisque 2 nouvelles sessions ont été lancées pour l'année 2021. Une première sur du tirage de câbles, 1256 heures en alternance, dont 318 heures à l'école des métiers pour 13 personnes. Une deuxième formation, le raccordement à la bougie, 999 heures, dont 152 heures à l'école des métiers pour 11 personnes. Et là, je précise que ce soit homme ou femme. J'ai d'ailleurs vu dans les formations précédentes des dames. Donc, je fais ce qu'elle d'œil par rapport à la question qui a été posée il y a quelques minutes.
Nous comptons actuellement 91 candidats, dont 20 bénéficiaires du RSA. L'entreprise SAD finance par ailleurs 24 de ces postes et a émis l'hypothèse de nouveaux recrutements en 2021. Des points réguliers seront faits avec eux. Le service insertion du département va programmer prochainement des rencontres sur site des référents RSA auprès de SAD et de l'École des métiers afin de mieux connaître les métiers et les conditions de travail pour orienter les candidats. Permettez de dire en conclusion que dans la vie d'un élu, et j'ai une longue ancienneté dans le métier, dans la vie publique, je dirais qu'il y a des moments de découragement, mais il y a aussi des moments de grande satisfaction. Et cette expérience de déploiement de la fibre sur le département des Hautes-Pyrénées et ce partenariat avec Orange et tout ce que ça comporte autour, c'est-à-dire en termes compris sur le plan social, est pour moi quelque chose d'exemplaire et de très encourageant. Et je salue encore l'état d'esprit qui a présidé à tout cela, notamment de la part de nos amis d'Orange. Je fais un clin d'œil à Jean-Christophe Arrière, qui est mon interlocuteur le plus privilégié, mais de toute l'équipe. Je salue aussi, bien sûr, Arnaud Depont, qui est chef de projet de cette vaste opération. Mais je crois que c'est grâce à eux, grâce à l'École des métiers, grâce à la région Occitanie, qui a apporté aussi des concours financiers, tout cela est quelque chose d'exemplaire. Voilà, pour un projet hyper intéressant pour les Hautes-Pyrénées. Michel Pellieu, je crois que vos encouragements sont entendus. Et donc Michel Pellieu, Arnaud Depont, vous restez avec nous, puisqu'avant de démarrer la séquence expertise, nous faisons un nouveau tour du côté des questions du public. Véronique Toulet, est-ce que nous avons des questions ou réactions qui seraient adressées à Patrick Molinoz, Michel Pellieu, Arnaud Depont ? Oui, alors là j'ai une question. Alors justement, vous en parliez, Monsieur Pellieu, concernant l'accompagnement spécifique des jeunes très éloignés de l'emploi. Comment fait-on connaître ces opportunités, notamment de la filière, très tôt dans les collèges ? Dans les collèges, il y a eu des initiatives aussi. On a eu l'occasion de faire des communications sur le terrain, mais on s'est surtout, avant tout, adressé au public qui est au bord de la route, quoi, les gens qui sont bénéficiaires de RSA, qui sont en emploi. Bon, bien sûr, je fais confiance à mes équipes pour travailler et trouver les gens qui peuvent rentrer dans ce cadre de formation. Et je crois qu'il y a pas eu de, comment dire, même si le terme n'est pas forcément très approprié, mais il n'y a pas eu de déchets, quoi. Il y a eu, ça a été de la réussite chaque fois sur les formations. Je crois qu'il y a peu de monde qui a abandonné un cours de route. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui a abandonné un cours de route. Je pense que c'est un succès quasiment à 100%. Merci Michel Pellieu. Et merci Véronique. Nous poursuivons ce Parole à venir avec maintenant l'expertise de Damien Charita sur les aspects de formation. On revient à la formation. Alors Damien Charita, vous êtes président et fondateur de Logic et de sa marque l'Académie des télécoms, qui est un centre de formation spécialiste des télécoms et du numérique depuis plus de 15 ans, alors non seulement à Saint-Étienne, mais aussi dans plusieurs départements et régions en France, en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, mais aussi dans les pays et territoires d'outre-mer et en Afrique. Et d'ailleurs, on vous remercie d'être avec nous, puisque vous êtes un peu au milieu de la nuit, puisque vous êtes, je crois, à Tahiti, en Polynésie, et qu'il est environ 4 heures du matin. Donc déjà, on vous envie pour ce qui est de la Polynésie, peut-être un peu moins pour ce qui est de l'horaire, mais quoi qu'il en soit, merci. Et votre établissement forme chaque année plusieurs centaines, on approche même du millier, vous nous le direz, de pionniers de ces nouveaux métiers. Alors concrètement, quels sont, Damien Charita, les métiers auxquels vous formez ? Quels sont les intitulés de poste ? On l'évoquait tout à l'heure avec Étienne Dugas. Quels sont les postes auxquels vous formez ? Bonjour Luc, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous
dans ce qui va être moi, ma matinée dans pas très longtemps. Alors, en même temps, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les réseaux sont bien fonctionnels jusqu'à l'autre côté de la Terre, et ça, c'est dû justement au travail que font tous les opérateurs télécoms, et en particulièrement Orange sur beaucoup de liaisons. Les intitulés de poste, Logique Académie des Télécoms, forment sur tout ce qui a été évoqué par notre président, Étienne Dugas, à savoir depuis les métiers techniques jusqu'aux métiers managériaux, et voire même avec des partenariats qu'on a avec l'Institut Mines Télécom ou avec Mines Télécom en direct pour certaines de ces écoles d'ingénieurs sur les deuxième année et troisième année d'écoles d'ingénieurs. Le sujet n'est pas là, je vais le recentrer sur votre question, Luc, notamment l'orientation des métiers techniques, où avec plusieurs partenaires, que ce soit opérateurs télécoms, soit des sous-traitants, soit encore des administrations, on essaye sur la base de l'ensemble des titres qui ont été évoqués, dont un en particulier qu'on affectionne, qui est le technicien d'intervention télécom, de pouvoir innover et aller chercher de nouveaux métiers et donc en même temps de nouvelles compétences. Je pense à deux parcours de formation en particulier, qui ont d'ailleurs été très féminisés, notamment dès leur création. Le premier qui me vient à l'esprit est le technicien 3.0, où on retrouve toutes les modalités d'un technicien d'intervention télécom, à savoir une intervention de bout en bout sur la boucle locale d'un opérateur. Et on inclut en même temps dedans des modules orientés sur l'installation des équipements chez les clients finaux, qu'ils soient résidentiels ou professionnels, mais également le petit dernier parcours en date, qui est à l'IoTech, puisque l'on sait, et notamment c'est valable aussi dans les territoires d'énergie, que le développement des objets connectés est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant, et toujours sur la base donc, de cette technicien d'intervention télécom, on a créé des composantes de spécialisation en direction justement de l'étude, de la mise en place et du déploiement des objets connectés. Alors, donc IoTech, hein, pour rappeler, parce que quand on ne le voit pas écrit, c'est IoT Tech, Internet of Things pour les plus polyglottes d'entre nous. Alors, Damien Charita, comment cela se passe-t-il pour un jeune ou un professionnel en reconversion qui s'intéresse au secteur des télécoms et des réseaux? Quelles sont les étapes lorsqu'il vous contacte ou qu'il vous est adressé par un acteur de l'emploi? Alors, ce qui est intéressant, dans le cadre d'un métier en tension, comme des métiers en tension même d'ailleurs, dans lesquels on se trouve à l'heure actuelle en France, deux points d'entrée particuliers. Il y a un premier point d'entrée qui est vraiment celui des partenaires sociaux, avec une vraie identification ensuite de parcours et de modes de financement qui peuvent provenir de prescripteurs, comme peuvent être les régions et les départements. Je n'irai pas plus loin puisque ça a été bien annoncé juste avant par le conseil départemental 65 comme aussi par la région Occitanie. On va retrouver ces réaiguillages quasiment partout en France. Mais une chose qui est encore plus intéressante, c'est la notion même de bouche à oreille, puisque l'information sur les métiers des télécoms, bien qu'on essaye de la porter à travers la commission emploi et formation d'Infranum, avec des actions qui permettent d'identifier ces parcours, ne permet pas à un jeune tout de suite de s'y projeter. Et typiquement, sont souvent sous un mode parrainage ou marrainage, comme on a pu l'entendre de la part d'Orange, les voies d'entrée que l'on va avoir dans nos métiers. Donc très souvent, le bouche à oreille qui fait qu'en sorte, un jeune va venir frapper à la porte. Et au départ, dans le processus, se présenter dans des informations collectives qui peuvent être généralistes, c'est-à-dire avec une vision sur l'ensemble des métiers et donc des postes qui peuvent être à pourvoir, ou spécialisés quand on a des demandes très spécifiques, comme par exemple les monteurs-raccordeurs dont parlait Étienne Dugas tout à l'heure. Alors, comment sont conçues, Damien Charita, les formations que vous dispensez? On imagine qu'elles doivent réellement coller aux besoins des entreprises et à la réalité du terrain, compte tenu de
la grande urgence de recrutement qui a été évoquée aujourd'hui par tous les interlocuteurs? Alors, c'est exactement cela. Sur la base de titres, hein, on a un procédé qui est reproduit aussi par beaucoup de nos partenaires, hein, voire même de nos confrères. C'est de travailler donc ensuite à façon. Je vais me permettre de prendre deux exemples. Un qui va toucher Orange directement, puisqu'on a eu un fonctionnement à trois, c'était pour Épinal. Le trio était le suivant, l'AFPA, Logic et Orange, où on répondait à une demande locale qui était sur les techniciennes d'intervention télécom. Je dis bien technicienne, puisque l'objectif était de répondre très rapidement à la constitution d'un groupe féminin, purement féminin. Un résultat même plus que positif, puisque moi, aux dernières informations que j'ai, on a l'ensemble de ces techniciennes qui sont toujours en place sur cette région. Par la suite, avec le développement notamment des formations qui sont prises en charge par prescription ou financement par les départements et les régions, on se trouve régulièrement à échanger aussi avec les administrations au sens large. Donc là, je parle particulièrement des conseils départementaux ou des conseils régionaux, avec lesquels on essaye de monter des programmes qui sont justement orientés sur les besoins intrinsèques du territoire. Pour exemple récent, le fameux IoTech dont on parlait tout à l'heure est une co-construction que l'on a conduite avec le conseil départemental de la Loire et en même temps donc, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, avec une première session qui était là aussi très orientée féminine, puisque Séverine Reynaud pour le conseil départemental de la Loire et Juliette Jarry, vice-présidente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, avaient souhaité aussi qu'on puisse avoir cette innovation, cette orientation pédagogique et ce parcours de formation qui soit dédié entièrement aux femmes. On a complété ce dispositif également en prenant part dans une association qui sont les acteurs du numérique, des énergies et des télécoms. L'acronyme c'est ANET, qui a complété tout ce dispositif avec un projet IoTeams qui nous permet de répondre à une des questions qu'un des interlocuteurs, un des intervenants a exprimé tout à l'heure, celui de l'information dans les collèges et les lycées, où typiquement on utilise le biais de cette association pour pouvoir, à travers, là je pense au jeu qui a été développé par Annette IoTeams, une piscine Smart City, c'est-à-dire une immersion, pouvoir s'adresser aux collégiens et aux lycéens, leur donner l'envergure globale de ces métiers qui sont actuellement en tension et à recruter, et particulièrement les aiguiller aussi en direction des métiers des télécommunications. Alors Damien Charita, une dernière question, enfin c'est plusieurs questions imbriquées en une, c'est quelle est la durée moyenne des cursus pour les jeunes formés à ces nouveaux métiers et une fois leur formation achevée, quels sont les taux d'insertion professionnelle et vers quel type d'entreprise se dirigent vos jeunes? J'ai dit que c'était une question, c'en est trois, mais je m'arrête là. D'accord, Luc. Alors, les volumétries, les durées sont vraiment très, très variables. Si on peut en retirer une à l'heure actuelle d'un parcours qui plaît aux entreprises, on se retrouve sur une durée qui est d'approximativement 294 heures, 300 heures. On peut avoir des variabilités qui sont plus ou moins autour de ces horaires. J'ai entendu parler tout à l'heure de 500 heures. Typiquement, c'est vrai qu'on va retrouver ces durées pour les formations initiales. C'est ce qu'on commence à mettre en place, nous, depuis que nous sommes devenus société à mission et en même temps un centre de formation pour des apprentis, puisque c'est duré en fonction d'un certain type de profil, donc plutôt orienté sur 500, voire même 800 heures sont plus adéquats. Et si j'avais vraiment qu'un volume horaire à faire passer à tout le monde, c'est cette orientation autour des 300 heures qui permet d'avoir, surtout sur les parcours techniques,
des techniciens et des techniciennes qui soient spécialisés au sens aussi de l'autonomie et de la responsabilité quand ils arrivent dans leurs entreprises. Alors, dans la question imbriquée, on parlait des entreprises. On se retrouve, nous, ici, à avoir plusieurs niveaux d'entreprises recruteuses. Ce sont les opérateurs, ce sont leurs sous-traitants, mais ce sont également très souvent les administrations au sens, cette fois-ci, des services numériques ou des territoires d'énergie qui accueillent également les profils dont on était en train de parler juste avant, hein, tant les managers que les techniciens au sein de leurs équipes. Merci Damien Charita. Donc on vous souhaite une très bonne journée puisque vous êtes vraiment au tout début de la journée. Et je me tourne maintenant vers Steven Brogeage, pour témoigner sur son parcours professionnel. Merci d'avoir accepté d'apporter votre témoignage dans le cadre de ce Parole à venir. Et vous êtes donc un de ces pionniers des nouveaux métiers de la fibre, puisque en 2019, vous avez intégré les équipes de la société SAD, dont parlaient tout à l'heure Michel Pellieu et Arnaud Depont, pour travailler sur le déploiement du réseau fibre dans les Hautes-Pyrénées. Alors, Steven Brogeage, depuis ses débuts il y a 2 ans, je crois que vous avez connu une progression professionnelle assez remarquable. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et je suis un des premiers élèves de la formation de la Chambre des métiers avec Orange et le département. Issu de la formation, j'ai commencé l'intérim du coup à la SAD de Télécom, où j'avais fait mon stage pendant la formation. J'ai fait 9 mois d'intérim et ensuite j'ai été embauché en tant que technicien en 2019. Par la suite, en 2020, j'ai été promu chef d'équipe. J'ai fait une année entière en tant que chef d'équipe et en début de cette année 2021, je suis chef de chantier dans le RIP 65, dans le secteur du déploiement du réseau fibre. En 2 ans, vous êtes formé, vous êtes recruté en CDI, au bout de quelques mois, vous devenez chef d'équipe et aujourd'hui chef de chantier. Donc c'est une trajectoire assez remarquable. Alors Steven, avant d'intégrer la société SAD, quel a été votre parcours? Donc vous nous l'avez dit, suivi la formation présentée tout à l'heure par Michel Pellieu et Arnaud Depont, mais donc avant cette formation, quel était votre parcours? J'ai été diplômé d'un bac scientifique, comme tous les jeunes. J'ai arrêté les études après mon lycée et je voulais gagner ma vie. J'ai trouvé dans divers domaines, à l'intérim, à l'usine, j'ai fait des grandes surfaces. Mais je cherchais un vrai métier, un métier stable pour pouvoir me lancer dans des projets personnels et professionnels. J'ai découvert du coup cette formation de la fibre avec Orange grâce à mon conseiller de la mission locale qui m'a dirigé vers le Pôle emploi pour ensuite suivre cette formation. Et j'y suis toujours. Et je suis très, très content et ça me motive en fait d'avoir un vrai métier qui sur de long terme où je peux me lancer sur mes projets personnels aussi par la suite. Qu'est-ce qui vous motive le plus aujourd'hui dans votre métier, dans votre quotidien professionnel de chef de chantier? C'est un gros chantier, en fait, le déploiement de la fibre dans le RIP 65. C'est un gros chantier, c'est un challenge, si vous voulez. Et ce qui me motive, c'est d'avoir un grand bureau immense qui correspond au département du 65. Pas tout le monde a cette chance d'avoir un bureau aussi grand et de pouvoir investir, de permettre de participer à des grands chantiers exceptionnels qui vont permettre au très haut débit d'améliorer la vie quotidienne, les relations professionnelles, les loisirs, surtout avec le télétravail, que les gens aient un meilleur réseau chez eux pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions et d'apporter le progrès. Les gens nous remercient et c'est gratifiant.
Steven, si un jeune, un étudiant, un lycéen, ou d'ailleurs une étudiante ou une lycéenne, vous demandez des conseils sur son avenir professionnel, ce serait quoi le top 3 des arguments pour l'inciter à s'orienter vers les nouveaux métiers de la fibre? Dans les métiers du numérique, tout le monde y trouve sa place, que ce soit sur le terrain, sur les bureaux, dans les bureaux d'études. On peut y trouver notre place, on peut monter en compétence grâce à notre motivation et l'investissement personnel. Enfin, on s'investit en temps, en volonté, et en fait, on le voit au fur et à mesure on peut monter en compétence et qu'on peut avoir un métier sur long terme, quoi. C'est très important pour un jeune de pouvoir d'avoir un vrai métier qui lui permettra d'avancer dans la vie, quoi. Je crois que le message sera certainement entendu. Donc un grand merci, Steven Brogeage. Votre témoignage devrait assurément déclencher de nombreuses vocations et surtout, on vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière professionnelle qui, on l'a vu, est bien engagée. Donc merci aux intervenants de cette séquence, Damien Charita et Steven Brogeage. Je me tourne à présent vers Étienne Dugas pour le mot de la fin. Alors en conclusion, Étienne Dugas, une question simple. Quelle perspective demain, après la fibre? Puisqu'on sait que, on l'a évoqué, le pic de déploiement du FTTH est attendu pour cette année, 2021, et que la décroissance de l'activité sur ce chantier devrait débuter autour de 2022. Alors comment ces nouveaux emplois pourront-ils être pérennisés au-delà de ce cap? Et au-delà des opportunités actuelles, comment les jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans ces nouveaux métiers, comme Steven, que nous venons d'entendre, comment ces jeunes vont-ils pouvoir faire carrière? Alors déjà, Steven, vous avez vu, correspond exactement à ce que j'évoquais en introduction. Ce déploiement, vous l'avez compris, pic en 2021-2022, peu importe. La décroissance, ce n'est pas pour tout de suite. La première chose, c'est ce que j'évoquais également en introduction, et Cyril a rappelé, le déploiement dans les zones rurales, chaque prise va être beaucoup plus long à déployer. Donc par définition, on va devoir garder les ressources dans la durée pour terminer le déploiement avec, comme vous le savez, un objectif de généralisation de la fibre en 2025, généralisation de la fibre, ne voulant pas dire 100%. Donc ça va par définition durer au-delà. Et l'étape ultime, c'est le raccordement. Et le raccordement, là, ça va vraisemblablement durer 10 ans minimum. C'est-à-dire qu'avant qu'on bascule l'intégralité des clients présents sur le cuivre sur la fibre, ça va prendre 10 ans minimum. Donc il y a 10 ans garantie de travail pour ces 30 000 emplois sur le plan France Très Haut Débit. L'étape d'après, c'est quoi? C'est évidemment la maintenance du réseau, puisque ce réseau, une fois construit, il va bien falloir le maintenir. C'est le décommissionnement du cuivre. Il va bien falloir déposer le cuivre, puisque le cuivre ne servira plus à rien. Et là, il y a énormément de boulot. N'est-ce pas, mon cher Cyril? L'enfouissement, on pose énormément en aérien. Il faudra enfouir certains des liens. Alors, pourquoi on dépose en aérien? Parce que c'est rapide et peu coûteux. Mais il y aura énormément de tronçons qui devront être enfouis dans un futur proche. La sécurisation, certaines boucles restent à peaufiner, à boucler tout simplement. Elles sont souvent, il y a certains liens qui sont juste en étoile, nécessitent des bouclages. La 5G, bien entendu, on est au début du début, puisque c'est aujourd'hui même que ça démarre à Paris. Donc là, il y a également 10 ans de travail devant nous. Le smart, alors qu'est-ce que le smart? Les territoires connectés. Les territoires connectés, c'est donc le prolongement logique de ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est comment les collectivités locales vont appréhender pour leurs propres services ce type de réseau. Et là, on est au début du début. C'est des réflexions qu'on mène également avec Orange, avec le gouvernement, pour voir comment aider l'ensemble des élus maîtres d'ouvrage et la filière qui construira, qui implémentera, qui travaillera sur ces objets connectés et l'ensemble de ces nouveaux réseaux intelligents. Et enfin, l'international, puisqu'on l'a dit tous les trois à plusieurs reprises, nous sommes aujourd'hui premiers en Europe en nombre de locaux raccordables. On a une réelle expertise à exporter. On y travaille, là aussi, Orange et Infranum travaillent de concert, où là aussi, Orange joue son rôle de grand frère, mon cher Cyril, où, par définition,
Orange, sur certains projets, emmène la filière française à l'export. Alors il se fait que voilà, on a des chantiers, notamment en Afrique de l'Ouest, beaucoup, dans le Maghreb également, en Europe. Vous savez que nos amis allemands sont en retard, on peut le noter, hein, c'est pas toujours le cas. Donc un certain nombre d'entre nous sont déjà présents en Allemagne. Donc il y a beaucoup de travail à venir en Europe, en Afrique de l'Ouest, pour les entreprises françaises. Tout le monde ne partira pas à l'export, c'est pas vrai. Néanmoins, ça fait partie des débouchés. Donc raccordement, la maintenance, la 5G, les territoires connectés et l'international. De nombreuses perspectives dans ce registre au cours des prochaines années. Et pour conclure, la DGEFP, donc la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, vient de valider l'EDEC 2. Alors qu'est-ce que c'est que cet ignoble acronyme? Je suis obligé de relire mes notes parce que je n'arrive pas à le retenir tellement il est ignoble. Oui. Engagement de développement de l'emploi et des compétences. Donc on en a signé un premier avec Myriam El Khomri il y a 4-5 ans maintenant. Et l'objectif de cet EDEC, c'est justement d'explorer tous ces nouveaux métiers pour assurer une pérennité à l'ensemble de nos collaborateurs. Et ça, c'est un scoop que vous nous donnez aujourd'hui. C'est un scoop. C'est une annonce, en tout cas. Validé par la DGEFP et qui sera signé dans les prochains jours ou les prochaines semaines avec Madame la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Parce que l'acronyme est horrible, mais en tout cas, derrière, il y a des réalités très concrètes. Belle annonce aujourd'hui que cet EDEC. Voilà. Eh bien, merci Étienne Dugas, merci à tous. Je rappelle donc que vous êtes le président de la Fédération Infranum, qui était aujourd'hui le partenaire de ce 5e numéro de Parole à venir. Et merci aux nombreux participants qui nous ont suivis aujourd'hui. Nous nous retrouvons à nouveau pour échanger sur les thématiques de la transformation numérique en avril ou mai prochain. À bientôt donc pour d'autres Paroles à venir. Merci.